Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous ce soir pour cette première webconférence interassociative qui va traiter du sujet suivant, maladies hématologiques et Covid-19. Alors, c'est un moment important pour chacun d'entre nous, à la fois à titre individuel et à titre collectif. Et c'est aussi une occasion très importante de réunir, et ça c'est un élément fondamental. Je laisserai la parole à Bernard Delcourt tout à l'heure, qui est un des représentants des trois associations qui sont ici. L'occasion de vous présenter la motivation de ces trois associations à s'unir pour traiter ce sujet qui, nous le savons, est très important pour chacun d'entre vous. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Bernard, juste après quelques éléments tout à fait classiques et techniques, en tout cas pour ceux qui nous font l'amitié de nous rejoindre régulièrement et qui, je le vois, et c'est extraordinaire, nous saluent de Colmar, Mirpel, l'Ardèche, etc. Vous êtes très, très nombreux ce soir. Vous pouvez utiliser, comme vous le voyez, et comme le font beaucoup d'entre vous, cet onglet chat sur la droite. Et vous pouvez poster vos messages, vos commentaires, tout simplement sur la partie basse de ce volet à droite, où vous voyez dans le rectangle « Entrez votre message », vous appuyez sur « Entrée » et vous pouvez communiquer avec nous. N'hésitez pas à le faire dès à présent, comme vous le faites, pour nous dire bonjour. Et puis, tout à l'heure, dès que vous le souhaiterez, eh bien, vous pourrez le faire pour vos commentaires et bien sûr pour poser vos questions à nos intervenants. Alors, ces intervenants ce soir, et je tiens vraiment à les remercier parce que vous le savez, ils sont sur le front tous les jours pour soigner, pour écouter et pour vous accompagner. Et en particulier, je vais remercier le professeur Odile Launay-Puybasset qui s'est dégagé du temps entre le 18h et 18h30, puisqu'elle interviendra tout à l'heure dans une émission radiodiffusée pour le grand public à partir de 18h30, mais elle nous fait l'amabilité de revenir après. Donc, elle interviendra de 18h à 18h30 et puis elle reviendra tout à l'heure à partir de 19h. Et puis, nous avons également le docteur Sylvain Choquet qui interviendra et on le présentera tout à l'heure, bien évidemment, sur des aspects qui le concernent plus en tant qu'hématologue et qui concernent les impacts pour les malades. On aura toute une session de questions-réponses, sachant que vous avez été très nombreux, et je tenais à le souligner et à vous en remercier, à poser beaucoup de questions au préalable, c'est-à-dire avant cette webconférence. Nous y répondrons dans un premier temps et dans un deuxième temps, eh bien, nous laisserons la place aux questions en direct via le chat. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Bernard Delcourt pour pouvoir présenter la finalité de cette webconférence, de cette série de webconférences. Et donc, c'est à toi, Bernard. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, d'abord, je m'associe bien sûr à Hervé pour remercier nos deux médecins qui se sont mobilisés pour répondre à vos questions. Vous l'aurez compris, depuis plusieurs jours, depuis que nous sommes entrés dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, vous êtes nombreux à nous solliciter avec des questions sur lesquelles nous avons parfois des difficultés à répondre, ce qui est naturel. Donc, on s'est dit que ce serait bien d'organiser ce cycle de webconf durant cette période de crise pour répondre en direct à vos questions et de le faire c'est une première en association à plusieurs associations donc, dans le monde de l'hématologie. Donc, et je tiens à remercier très sincèrement nos amis de FLE et de SILC, leurs présidents, donc Guy Bouquet et Christian Pupin, voilà, pour s'être vraiment mobilisés depuis le début de la semaine pour préparer et organiser cette webconf. Je tiens aussi à vous remercier parce que moi, j'ai un compteur sous les yeux et on approche les 300 participants en ligne, ce qui est vraiment exceptionnel. Et vous remercier aussi, vous êtes à plus de 50 à nous avoir fait remonter des questions, des interrogations, des suggestions. Voilà. On a essayé de mettre tout ça, de compiler tout ça, d'en faire une synthèse, voilà, et de les classer en deux thèmes.
par rapport donc aux mesures de prévention, de confinement, de protection qui nous sont donc demandées aujourd'hui, qui nous sont même imposées, hein. Beaucoup d'entre vous, et on le verra ensuite dans le détail, nous ont demandé faut-il appliquer plus strictement ces mesures, hein, compte tenu de notre état de santé. Voilà. Et puis, ce fameux virus, ce coronavirus et les maladies hématologiques, quel impact pour nous en tant que malades? Et vous verrez que les questions sont très nombreuses là-dessus. Donc, sans attendre, maintenant, je laisse la parole au professeur Launay, hein. On va passer d'abord une petite vidéo, là je laisse à Hervé, qui résume donc les mesures qui sont demandées à tous nos concitoyens, hein. Voilà, mais c'est bon de les regarder sous forme d'une petite animation, hein, c'est très court. Et ensuite, on enchaîne en laissant la parole au professeur Launay pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Nouveau coronavirus, Covid-19. Précautions et mesures préventives en France. Les symptômes les plus courants. Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Vous avez des questions sur le coronavirus? Appelez le 0800 130 000, numéro gratuit. En cas de signes d'infection respiratoire, fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires, contactez le SAMU Centre 15 ou votre médecin traitant. Mesures de protection essentielles. Pour se protéger, les principales règles d'hygiène. Se nettoyer souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes ou avec un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. Cela élimine le virus s'il est présent sur vos mains. Évitez de toucher ses yeux, sa bouche et son nez avec des mains non lavées. Cela permet d'éviter la propagation des virus. Désinfectez quotidiennement les surfaces couramment utilisées. Nettoyez son téléphone et son clavier d'ordinateur au moins une fois par jour. Les contacts avec autrui. Évitez tout regroupement. Évitez la proximité, moins d'1 mètre, avec d'autres personnes, car si ces personnes sont malades, vous pouvez inhaler le virus. Ne portez un masque facial que si vous êtes malade, sauf si vous prenez soin d'une personne malade qui n'est pas en mesure de porter un masque. Pour protéger les autres, annulez vos déplacements, sauf si ceux-ci sont absolument indispensables. Seuls sont autorisés les déplacements pour se rendre au travail, effectuer des achats de première nécessité, des déplacements pour motif de santé ou motif familial impérieux. Pour tout déplacement, ayez avec vous votre attestation dérogatoire. Tout manquement est susceptible d'être verbalisé. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Cela évite de projeter de petites gouttelettes contenant le virus. Le virus est présent, mais il est en notre pouvoir de freiner sa progression. Les équipes Edutera. Il est maintenant temps de permettre au professeur Launay d'intervenir sur la base des différentes questions qui ont été posées et que vous voyez là. Merci, professeur. C'est à vous. Alors, voici les principales questions qui sont venues avant la webconférence. Vous voyez, ce sont des questions tout à fait pratiques. Vous pouvez bien évidemment à loisir commencer votre intervention soit par y répondre directement, soit en choisissant peut-être de compléter l'animation qui vient d'avoir lieu. Voilà, c'est à vous. D'accord. Donc, je pense que l'animation qui vient d'être projetée est bien faite et elle reprend les conseils qui aujourd'hui
sont mis en place pour limiter la diffusion du virus, hein, puisque vous savez qu'on est au début de l'épidémie, mais dans une phase ascendante de l'épidémie. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de retarder au maximum la survenue des cas pour qu'on puisse, à l'hôpital, être capable de prendre en charge les patients qui vont devoir être pris en charge. Et on a une augmentation très importante au cours des derniers jours du nombre de patients hospitalisés et du nombre de patients hospitalisés en réanimation. Donc, c'est ce qui a justifié donc, le confinement qui a été imposé maintenant depuis 3 jours. Et c'est vraiment très important de suivre ces mesures de précaution pour limiter au maximum le nombre de nouveaux cas et de cas qui vont devoir être hospitalisés. Donc, il y a des choses qui concernent en fait des règles d'hygiène assez simples qui sont rappelées, donc le lavage des mains, l'utilisation de mouchoirs jetables qu'il faut évidemment jeter à chaque fois, et aussi donc des mesures sur la désinfection des mains, la désinfection des objets qu'on utilise souvent. Alors finalement, quand on est un malade fragile, on a peut-être déjà l'habitude d'être plus précautionneux et de faire plus attention à toutes ces précautions d'hygiène. Donc c'est une chance, je pense, mais peut-être qu'il faut encore renforcer ces mesures d'hygiène dans le contexte de l'épidémie actuelle. Alors je vois les 2 premières questions qui concernent le masque. Le masque, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas énormément de masques, donc on ne peut pas proposer de masques pour tout le monde. Et ce qui est recommandé, c'est de mettre un masque si on est symptomatique, donc si on a des signes respiratoires pour éviter de transmettre le virus. Et puis, on essaye à l'hôpital de pouvoir avoir des masques pour tous les soignants, parce qu'on sait que certains soignants peuvent s'infecter. Alors, professeur Launay, pardonnez-moi de vous interrompre. Pourriez-vous essayer peut-être de parler un petit peu plus fort ou vous rapprocher du micro, parce que nous avons quelques demandes en ce sens. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà, parfait, c'est très bien comme ça. C'est mieux, d'accord. Voilà, donc le masque, ce que je disais, c'est que le masque, on a un problème d'approvisionnement en masques, vous l'avez compris, et donc les masques sont à réserver en priorité aux patients qui sont symptomatiques et au personnel soignant. Donc la première question qui était que si on se déplace en taxi vers l'hôpital, est-ce qu'il faut porter un masque? Aujourd'hui, sauf si vous êtes symptomatique, la recommandation est de ne pas mettre un masque de façon systématique. Pour la deuxième question, ça va dans le même sens. En tant que malade immunodéprimé, devons-nous porter un masque si sorti? Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la possibilité de proposer des masques pour tout le monde. Et encore une fois, les masques sont réservés aux personnes symptomatiques et aux soignants. Si on a besoin de porter un masque, c'est un masque de type chirurgical. Les masques FFP2 étant réservés, donc ce sont des masques à plus haut degré de filtration, pour dire les choses simplement. Et ces masques-là sont réservés au personnel soignant qui font des gestes invasifs avec des patients qui sont infectés par ce nouveau virus. Où on se procure les masques, les pharmacies ont été livrées en masque, mais les masques sont réservés encore une fois aux professionnels de santé. Professeur Launay, pardonnez-moi à nouveau de vous interrompre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de parler le plus fort possible et peut-être en coupant votre caméra si… voilà. Pardonnez-moi d'intervenir à nouveau. D'accord. Je vais parler plus fort. C'est mieux comme ça? Allô? C'est parfait comme ça. D'accord. Voilà, donc les masques, voilà pour la question des masques. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour les personnes immunodéprimées de porter des masques de façon systématique. Bien sûr, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a une symptomatologie respiratoire, il faut faire porter un masque pour ne pas vous mettre en danger. Une question sur la durée de vie du coronavirus. Donc, ce qu'on sait, c'est que le virus, il est essentiellement transmis par
voie respiratoire, par ce qu'on appelle les gouttelettes, des aérosols, donc directement d'une personne infectée à quelqu'un qui va donc s'infecter. Mais on a des études qui nous apportent des données plus précises sur la durée de vie du coronavirus sur différentes surfaces. Et on sait maintenant que le virus peut rester plusieurs heures. On a même des études qui montrent que ça pourrait être plusieurs jours, mais c'est plutôt quand même de l'ordre de plusieurs heures, ce qui nécessite donc les recommandations qui sont faites aujourd'hui de nettoyer les surfaces sur lesquelles on peut avoir eu une exposition au virus, nettoyer les mains, en particulier quand on rentre de dehors, avoir vraiment une hygiène extrêmement importante. Le coronavirus dans l'air, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments pour penser que le virus peut rester longtemps dans l'air, parce que les données ne vont pas dans ce sens. Et pour ce qui est de l'impact donc de l'humidité et des températures, on n'est pas sûr que la chaleur, par exemple, comme c'est le cas avec le virus de la grippe, on sait qu'avec la grippe, au moment de l'arrivée du printemps, les virus de la grippe arrêtent de circuler. Pour le coronavirus, on n'est pas du tout sûr de ça. Donc, on pense que l'épidémie dans laquelle on rentre aujourd'hui va probablement se poursuivre encore un certain temps et probablement même jusqu'au début de l'été. La question d'ensuite était la communication sur les modalités de désinfection des tissus et des surfaces. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont communiquées autour de ça. Professeur Launay, pardon de vous ennuyer à nouveau. Pouvez-vous, s'il vous plaît, peut-être vous rapprocher du micro et essayer de parler un petit peu plus fort, parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont du mal à vous entendre. Voilà. Moi, j'ai du mal à parler fort. Je vais parler plus fort, d'accord. Ah, voilà, comme ça, c'est formidable. Bon, parfait. Donc, pour la désinfection des tissus et des surfaces, je pense que les choses, là, maintenant, sont assez claires. C'est surtout les surfaces. Bon, pour les tissus, a priori, un lavage simple suffit. Et pour les surfaces, il faut nettoyer avec des antiseptiques habituels de ménage. Il n'y a pas des choses particulières à faire par rapport à ça. Alors, est-ce qu'en tant que malade, vous devez éviter toute sortie? La réponse est non, pas forcément. Vous devez respecter les recommandations qui ont été faites, donc d'éviter évidemment les rassemblements. Si vous devez sortir, il faut sortir dans des conditions où vous n'allez pas vous trouver à proximité d'autres personnes. Et pour les courses, je pense que vous pouvez, si les magasins où vous allez ne sont pas surchargés, ce qui est recommandé aujourd'hui, bien sûr, si vous pouvez vous faire aider, c'est sûrement mieux, parce que dans les magasins, c'est des espaces confinés. Mais si ce n'est pas possible, je pense que vous pouvez prendre une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous pouvez aller faire vos courses. Peut-on éviter de nous faire venir à l'hôpital pour le renouvellement d'une ordonnance? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Effectivement, en ces temps épidémiques, il n'est pas souhaitable que les malades fragiles viennent à l'hôpital, d'autant que les hôpitaux sont très occupés pour prendre en charge les malades. Et donc, ce qui est proposé, c'est soit des téléconsultations, soit la médecine par Internet. Pour l'instant, on est en train de mettre ça en place dans les hôpitaux, mais d'ores et déjà, on peut faire des consultations par téléphone pour les personnes qui ne nécessitent pas de voir un médecin, pour celles pour lesquelles c'est juste un renouvellement d'ordonnance, et on a la possibilité d'envoyer les ordonnances par mail ou dans le cadre d'un logiciel qui est spécialisé, qui va se mettre en place. Mais je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre le risque aujourd'hui de venir à l'hôpital, sauf si, bien sûr, il y a un problème qui nécessite de voir son médecin spécialiste. Je pense que mon collègue en parlera après moi, mais en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on essaye d'organiser les choses pour les gens pour lesquels finalement la situation est stable et pour lesquels la visite qui a lieu tous les 6 mois peut être reportée de 2 ou 3 mois sans que cela mette en jeu la prise en charge du patient. Eu égard à la situation actuelle, les consultations prévues à court terme vont-elles être maintenues? Donc ça revient, c'est la même question.
Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'organisation type, c'est-à-dire que chacun, pour l'instant, met en place un peu son organisation. Pour ma part, j'ai fait appeler tous les patients que j'ai prévus en consultation pour leur dire que j'assurerai ma consultation par téléphone, sauf pour les patients qui ont besoin expressément de venir de façon présentielle. Mais je pense qu'il faut limiter au maximum la venue des patients en consultation, d'autant plus s'ils doivent prendre un transport en commun. Voilà, donc, voilà où on en est. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas d'organisation qui soit généralisée. Donc, chaque service et j'allais dire presque chaque médecin prend les mesures qui lui paraissent les plus adaptées. Parfait. Autre question, si vous voulez bien, à la suite de celles qui ont été posées de manière préalable. Et puis, nous notons par ailleurs toutes vos questions et c'est très aimable à vous. Je vous demande par avance également d'être effectivement de prendre en compte le fait que les réseaux ne sont pas toujours, et vous le savez, que ce soit Internet ou les réseaux téléphoniques, ils peuvent être très vite saturés. Nous faisons le maximum d'efforts et en particulier, je tiens à nouveau à remercier le professeur Odile Lenné pour essayer de parler le plus fort possible. Voilà la suite des questions qui ont été posées de manière préalable. Donc, eh bien, à vous, professeur Lenné. Alors, la question suivante concerne en fait la suspicion d'une atteinte par le coronavirus. Alors, aujourd'hui, vous le savez, c'est bien organisé, enfin, c'est en tous les cas en train de bien s'organiser. Donc, il existe la possibilité de joindre le 15 pour savoir si vous nécessitez d'être prélevé. Hein, donc, puisque les tests sont réservés d'une part aux cas possibles et d'autre part aux personnes qui ont potentiellement des risques de s'aggraver. Donc, moi, ma recommandation, c'est d'appeler le 15 et de voir avec eux si vous rentrez dans une catégorie qui nécessite d'être vu en urgence à l'hôpital pour un prélèvement et éventuellement une hospitalisation. Mais peut-être qu'on pourra revenir sur ce point-là avec mon collègue hématologue. Est-ce qu'il faut appeler le 15 dès les premiers symptômes ou patienter 1 ou 2 jours? Là, j'allais dire, ça dépend des symptômes que vous avez. Si vous avez d'emblée des syndromes respiratoires importants avec une gêne respiratoire, il ne faut sûrement pas attendre. Si maintenant vous êtes juste un peu enrhumé ou un peu mal à la gorge, il n'y a pas d'urgence à appeler le 15. Hein. Donc, c'est comme toujours une question de symptomatologie. Si vous avez d'emblée beaucoup de fièvre et que vous êtes gêné pour respirer, il faut appeler le 15 rapidement. Alors, permettez-moi une question qui vient dans la mesure où le 15 ne répond pas, où il y a des difficultés, ou bien c'est le week-end. Je prends cette question qui nous semble intéressante. Que faire? Il y a aussi maintenant la possibilité de pouvoir consulter son médecin traitant, puisque les médecins traitants sont maintenant dans la boucle. Hein, ils sont amenés à prendre en charge et à pouvoir orienter aussi les patients. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas à joindre le 15, ils ont mis en place au niveau des SAMU un nombre très important de personnes qui répondent au téléphone. Donc, je pense que le 15 va répondre. Si vraiment vous êtes très inquiet, il faut essayer de joindre votre médecin traitant. Mais encore une fois, le numéro 15, c'est organisé avec des étudiants, avec un certain nombre de gens qui viennent renforcer les équipes et qui permettent de répondre. Alors, pas immédiatement, mais dans un délai qui est tout à fait raisonnable. Parfait. Prenons la question suivante, si vous voulez bien. Voilà, je suis en traitement, je tousse et je suis essoufflé, mais sans température. Dois-je contrôler ma température régulièrement et à partir de quelle température appeler le 15? Alors, la fièvre n'est pas systématique, mais elle est quand même très fréquente dans le cadre de cette infection. Ceci dit, on sait que les personnes
qui ont un traitement immunosuppresseur, ce qui est le cas chez vos patients, peuvent ne pas avoir de pierre. Donc, je dirais que la température, la fièvre, évidemment, est un signe d'alerte, mais l'essoufflement, donc la difficulté à respirer, surtout si elle s'aggrave assez brutalement, même s'il n'y a pas de fièvre, le fait d'être essoufflé doit faire appeler le 15 ou son médecin pour vérifier qu'il ne se passe rien en rapport avec cette infection. Merci pour cette question, pour la réponse à cette question. Nous savons que vous avez votre intervention qui va arriver dans quelques minutes. Je vous propose de conserver les questions qui sont arrivées pendant que vous étiez en train d'intervenir, de les conserver pour tout à l'heure puisque vous revenez à 19h. Un grand merci dans des conditions, nous le savons, qui sont très difficiles, très éprouvantes. Elles sont non seulement éprouvantes pour chacun, mais elles sont également éprouvantes également sur les réseaux parce que, vous le savez, les réseaux sont saturés. Il est très difficile de mettre en place ce type d'initiative. Et à un moment, un grand merci et nous vous disons à tout à l'heure. On se retrouve à 19h. Il est temps maintenant d'aborder la deuxième partie de l'intervention, cette fois-ci avec Sylvain Choquet. Voilà, en espérant que la communication soit plus facile. Alors, docteur Choquet, vous intervenez sur toutes les questions qui, bien évidemment, ont trait aux aspects hématologiques, puisque eh bien, non seulement, j'allais dire, c'est votre métier, bien sûr, mais vous êtes très impliqué sur tout ce qui concerne le Covid-19. Donc, voici une série de questions qui vous sont posées et auxquelles je vais vous demander de bien vouloir répondre. Merci. Oui, bien entendu. Bien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfaitement bien. Oui, bien. Bon. Alors, moi, je n'entends pas le retour. Hein, il faudra peut-être m'écrire ou me faire des signes s'il y a besoin. Je vais reprendre les questions, les redire oralement et puis ensuite vous donner s'il y a des consensus ou en tout cas des orientations, parce que parfois c'est un petit peu large. Tout d'abord, je tiens à remercier cette initiative de la part de ces associations. Alors, c'est que du lymphoïde aujourd'hui, mais évidemment, ça touche toutes les maladies hématologiques. Et soyez bien certains qu'il y a des centaines d'échanges de mails par jour entre responsables d'unités et entre associations et groupes gouvernementaux ou pas pour essayer de trouver des recommandations les plus unanimes possibles, même si ce n'est pas toujours évident. On va commencer par les premières questions. Donc, tous les malades atteints d'hémopathie en traitement ou en rémission doivent-ils être considérés comme immunodéprimés actuellement? Il est évident que non, et c'est là où est tout le problème. Les situations sont extrêmement variables. Il y a des patients, il y a d'autres questions qui passent, comme par exemple un allogreffé qui a été allogreffé il y a 5 ans, qui n'a plus aucun immunosuppresseur. Il a une nouvelle immunité, il est considéré comme normal. Quelqu'un qui est guéri d'un lymphome B diffus à grande cellule avec une autogreffe ou même du R-CHOP et qui est quelques années après, surtout s'il n'a pas d'hypogamma-globulinémie sur son électrophorèse, eh ben, il peut être considéré comme normal. Donc, très difficile de vous dire aujourd'hui qui est immunodéprimé, qui ne l'est pas. Je pense le plus simple, si vous avez cette inquiétude, posez la question, si possible par mail pour ne pas saturer le téléphone de votre hématologue. Posez la question et il pourra vous répondre oui, vous êtes plus à risque ou non. Suivez les recommandations nationales parce que vous êtes comme monsieur tout le monde. Donc, la première question, c'est extrêmement variable. La deuxième question, y a-t-il des recommandations spécifiques par pathologie? Et concernant les sujets jeunes, alors concernant les sujets jeunes, il n'y a pas de recommandation, sinon qu'ils sont probablement plus résistants que les sujets plus âgés. Et maintenant, par maladie, alors par maladie, il n'y a pas, on en discutera un petit peu après, il y a des recommandations un petit peu générales. Et il est vrai que les situations, pour nous hématologues, dépendent du type de maladie, de la situation dans laquelle vous êtes, pour savoir est-ce qu'on peut reporter un traitement. Est-ce qu'on doit continuer votre traitement? Et c'est important que vous puissiez le continuer. Et à chaque fois, ça sera utile de poser la question à votre hématologue. On pourra faire un peu des généralités, mais je ne pourrai évidemment pas répondre à toutes les questions de tout le monde parce que chaque cas est un petit peu particulier.
Alors, y a-t-il des recommandations à faire pour les aidants et les proches? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'aidant a des signes cliniques de toux, de fièvre, ça serait mieux qu'il puisse trouver un autre aidant parce qu'évidemment, il y a potentiellement un risque. À l'inverse, si c'est vous, malade, qui avez des signes de fièvre, de toux, de risque éventuel, c'est bien quand l'aidant est là que vous portiez un masque et si ce n'est pas possible pour vous, que l'aidant se protège en portant un. Sinon, il n'y a pas de recommandation particulière. Il faut le rassurer, l'aidant, parce que vous en avez besoin. Il fait partie de ces exceptions à pouvoir se déplacer. Ça, c'est très clair hein, dans la feuille. Il peut le marquer. Et il faut absolument qu'il continue à rester dans le circuit de l'hématologie générale. Donc mais il n'y a pas de recommandation particulière, sinon de continuer à vous aider, de se protéger lui et de vous protéger vous. La question d'après, faut-il éviter de se faire vacciner en ce moment pour le pneumocoque? Non, il ne faut pas éviter. Ce n'est pas parce qu'il y a un coronavirus qu'il faut arrêter la médecine de façon générale. Si votre médecin considère que vous devez être vacciné pour le pneumocoque, il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'on est en période de coronavirus que le pneumocoque, le vaccin va vous faire une immunodépression ou va marcher moins bien. Donc faites-le. Ça, il faut absolument le faire selon recommandation de votre médecin. Les malades atteints d'une hémopathie qui travaillent doivent-ils demander à leur médecin généraliste de télétravail? Il n'est pas possible de bénéficier d'un arrêt de travail. Alors, j'ai vu passer des messages tout à l'heure qui semblent intéressants. Moi, l'info que j'avais, mais que j'avais hier, parce qu'aujourd'hui, évidemment, en m'occupant des malades, je n'ai pas pu suivre toute l'actualité, c'est qu'à priori, le gouvernement devait donner des facilités pour les cas d'immunodépression, de femmes enceintes, de maladies chroniques, comme le bronchitite chronique, l'insuffisance rénale dialysée, ce genre de choses, la possibilité de faire des arrêts de travail. Hier encore, ce n'était pas possible parce qu'on n'était pas dans la légalité, donc c'était voir avec l'employeur. Mais il semble qu'il y ait peut-être, mais je ne peux pas vous le garantir, ça devait être fait rapidement, donc peut-être que c'est sorti aujourd'hui. J'ai cru voir passer dans les chats une réponse, donc je veux bien que la personne qui avait éventuellement la réponse le remette sur le chat. Ouais. Au travers des questions avec pour le site et qui chat, on fera. Alors malheureusement, Bernard, nous ne t'entendons pas pour l'instant. Est-ce que tu peux effectivement soit te rapprocher du micro? Je sais que les communications sont difficiles. Est-ce que non. Oui. Donc je te propose de répondre sur le chat puisque nous n'entendons pas bien, pardonnez-moi, avec les difficultés de connexion réseau. Donc je vous propose que nous continuions avec le docteur Choquet qui a une connexion qui est plus stable. Alors on passe. Je vais arrêter mon son. Voilà. La question suivante, c'était les suspensions provisoires de traitement vont-elles être envisagées pour certains malades? Ça, c'est vraiment la question majeure qui est posée à tous vos hématologues. Clairement, il y a deux situations qu'il faut voir en face. La première, et qui est pour nous la principale, c'est que très rapidement, on va être saturé sur les lits de réanimation. Donc, si on vous propose un traitement qui a un risque potentiel de vous conduire en réanimation, je parle notamment des allogreffes, des autogreffes, des chimiothérapies intensives type leucémie aiguë, il faut qu'on puisse savoir, ou carticelle, est-ce que je peux reporter ou pas. En l'occurrence, par exemple, dans le myélome multiple, l'autogreffe, presque tout le temps, peut être repoussé et on va continuer votre traitement qui est moins agressif, soit à la maison en HAD, soit en comprimé, si vous l'avez en comprimé, soit en hôpital de jour, et repousser à la fin de la pandémie l'autogreffe pour le myélome. Pour les lymphomes, c'est parfois un peu plus délicat. Hein. Il y a les lymphomes en rechute, on aura peut-être du mal à repousser, mais si c'est possible, oui. Les carticelles, ça va être pareil, au cas par cas. Si votre médecin vous dit on va essayer de repousser, c'est que pour lui, il juge que votre situation peut encore attendre 1 mois, 2 mois. Il faut s'attendre à peu près 1 ou 2 mois là, pour que ça se calme. Donc, c'est vraiment une question importante. Et d'ici votre prochain traitement, est-ce qu'on vous laisse sans rien
parce que votre situation le permet, ou est-ce qu'il faut des traitements d'entretien? Ça, il va y avoir des changements, c'est sûr et c'est certain. Si vous avez des traitements assez légers du type entretien par rituximab, après un lymphome cellule du manteau, après un folliculaire, probablement qu'on va vous proposer de l'arrêter pendant 2 mois. Franchement, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a d'autres traitements, j'ai vu passer des messages, notamment avec des traitements ciblés, comme l'ibrutinib. Là, vraiment, dans l'immense majorité des cas, il ne faudra pas arrêter. L'ibrutinib dans la LLC, vous arrêtez, la LLC explose. Donc, il faut vraiment faire attention et continuer votre traitement. Alors, on a des pauvres collègues et patients qui sont coincés à l'étranger. Essayez de trouver des moyens, soit localement, un médecin qui peut vous prescrire la drogue, soit la poste n'étant pas arrêtée, de pouvoir avoir la prescription en France, quelqu'un de votre famille, mais normalement, il faut votre carte vitale, ou alors que votre pharmacie habituelle vous connaisse bien et envoyer par scan un certificat avec votre carte d'identité comme quoi vous êtes coincé et que vous voudriez l'avoir. Et si le pharmacien est sympa, il pourra le donner. Puis votre famille ou vos amis vous l'envoient par colis postal. Mais c'est vrai que ça va être un problème et ça, il faut continuer. Pour les autres, parfois, ça peut s'arrêter, mais comme c'est du péros, la majorité des traitements ciblés, il faut pouvoir les continuer. Ça, vraiment, c'est important. Je rappelle, pour résumer l'ensemble, dans chaque cas, votre hématologue vous dira on arrête momentanément, on continue, on repousse. Il connaît votre situation, c'est lui qui pourra vous dire véritablement et vous ne formalisez pas s'il dit on arrête pour l'instant votre traitement, c'est qu'il sait que c'est faisable. Alors, la question suivante, y a-t-il des ruptures d'approvisionnement? Et puis, est-ce qu'il y a des problèmes de transport? Et puis, bien sûr, la question des carticelles. Il y a plusieurs questions ensemble là. Rupture d'approvisionnement, pour l'instant, à ma connaissance, il y a eu, mais c'était avant qu'on bloque la France, des problèmes avec l'Alkéran, qui est une drogue majeure dans le myélome, et notamment pour les autogreffes de myélome, parce qu'on le donne à forte dose. Ça, c'était dû au problème en Chine avec les usines qui étaient bloquées, et puis il y a beaucoup de médicaments qui sont fabriqués en Chine. Ça semble s'améliorer là-bas, donc on peut espérer une reprise de la fabrication pour ces drogues-là. Mais à ma connaissance, en dehors de l'Alkéran, je n'ai pas vu passer de la part de nos pharmaciens, parce qu'on a une information qui est régulière, d'autres mises en garde. Sachant qu'en général, on fait des stocks et on va prioriser notamment les autogreffes, ce genre de situation. Pour le transport, pour l'instant, il n'y a pas de problème en France. Il y a une priorité évidemment pour la santé. Donc, tout ce qui est médicaments, les camions peuvent livrer vos pharmacies et les pharmacies, évidemment, sont ouvertes. Pour les carticelles, là, on a des infos au jour le jour par les laboratoires. Actuellement, il y en a 2 hors protocole. C'est Novartis et puis Gilead. Aux dernières informations, le circuit fonctionne toujours. Donc, on peut toujours faire des carticelles, prélever et envoyer. Les seuls changements viennent des recommandations de plusieurs groupes européens ou nationaux, c'est-à-dire le BMT, Société française de greffe de moelle, l'Agence de biomédecine. On va, avant les recueils pour le CAR-T, avant les recueils des donneurs allogéniques et avant les autogreffes, dépister ou le donneur ou vous-même si vous avez le coronavirus. Donc, vous étonnez pas si vous n'avez aucun signe, si on vous met un petit coton-tige au fond du nez, qui n'est pas tout à fait agréable, c'est parce que ce sont des recommandations nationales et européennes. C'est le seul changement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de blocage et ça semble logique parce qu'il n'y a quasiment pas de coronavirus dans le sang. Et donc, ces produits qu'on envoie aux États-Unis, eh bien, ils ont quasiment 0 risque d'infecter les Américains. Ils sont un peu parano, mais comme nous. Donc, de toute façon, pour l'instant, ça fonctionne. La réinjection, là, c'est un autre cas de figure parce qu'il y a un risque qui n'est pas négligeable d'avoir besoin de réanimation. Là, c'est votre médecin hématologue qui dira « je repousse » ou « je fais maintenant parce que je n'ai pas le choix ». Et si je n'ai pas le choix, c'est un peu dans la balance. S'il y a de la réa, s'il n'y a pas de place, ça risque d'être difficile, mais il faut qu'on s'adapte. On a un peu une situation qui ressemble à la guerre médicale. Donc, ayez confiance quand même dans votre hématologue. La question, on y a répondu, c'est « je suis bloqué à l'étranger ». Donc, essayez avec une ordonnance sur place de vous faire dépanner ou essayer de vous faire envoyer par colis postal, qui est une autre option. Mais j'ai cru comprendre, vu les chats, que c'était l'ibrutinib. Ça, vraiment, il faudrait que ça continue. Si c'est d'autres types de médicaments, posez la question à votre hématologue. Est-ce que je peux arrêter parce que je suis bloqué à l'étranger ou est-ce qu'il faut que je fasse le maximum pour avoir ce médicament là où je suis bloqué? Alors, on nous parle des patients qui sont suivis en HAD. Est-ce qu'il faut limiter les intervenants? Alors, là, il y a un problème d'organisation. Comme on essaye d'éviter au maximum de vous faire venir à l'hôpital pour que vous ne soyez pas infecté,
on essaye d'utiliser de plus en plus l'HAD. Et juste quelques minutes avant de commencer la session, évidemment, ce qui ne m'étonne pas, j'ai eu un mail, comme je m'occupe de la collégiale d'hématologie d'Île-de-France, un mail de l'HAD et puis des responsables de la PHP disant il commence à saturer. Donc, ça risque d'être un peu difficile du côté de l'HAD. On va essayer de trouver des solutions assez rapidement, soit avec plus de personnes pour fabriquer les chimios pour l'HAD, soit plus d'infirmiers aussi pour aller chez vous prescrire, injecter les produits quand c'est nécessaire. Donc, dans ce cas de figure où vraiment il n'y a pas énormément de monde, je pense qu'il faut comprendre qu'éventuellement il y ait des personnes différentes qui viennent. Vous pouvez leur demander est-ce que la possibilité d'avoir la même, mais là je pense que c'est vraiment un problème d'organisation. C'est comme quand vous allez en hôpital de jour, vous allez voir une fois une infirmière et parfois une autre. Donc, il faut comprendre et laisser l'HAD essayer de faire au mieux. Il risque d'être saturé, donc si vous voyez une autre tête, ne vous en faites pas, c'est vraiment pour le mieux. Juste une question, si vous le permettez. Beaucoup de questions tournent autour de la HAD et la manière dont les chimios peuvent se faire à domicile. Pouvez-vous… Je ne vous entends pas. Voilà. Je vais reposer la question. Est-ce que vous m'entendez là? Parfait. Beaucoup de questions tournent autour des chimiothérapies à domicile, de la HAD, des conditions dans lesquelles cela peut se faire, des structures de HAD. Est-ce que vous pouvez donner des éléments complémentaires sur ce sujet? Alors, c'est ce que je venais de dire pour l'HAD. Il y a deux flux. Il y a le flux de l'hôpital où on essaye de limiter votre venue au maximum. Traitement oral, il n'y a pas de problème. Traitement sous-cutané ou intraveineux, est-ce que ça peut se faire à la maison? On essaye de le faire. Mais du coup, il y a un afflux brutal qui arrive sur l'HAD. Donc, c'est en cours d'organisation. Moi, je vous parle pour l'HAD Île-de-France, mais il est évident que ça va être la même chose pour toutes les régions où ils vont avoir une charge de travail énorme. Ça risque de saturer. On va essayer de trouver assez rapidement plus de moyens humains pour pouvoir faire au maximum. Mais en effet, c'est une voie positive pour vous, avec moins de contacts à l'hôpital, qui est quand même un lieu où il y a plus de coronavirus, il faut quand même le reconnaître, qu'à la maison où sont des soignants qui ont, eux, moins de risques d'être atteints, puis qui se protégeront en vous voyant. Petit problème de son, mais voilà, vous voilà de retour. Merci. En fait, quand je vous écoute, ça fait des échos. On passe au diapo d'après. Alors, je reviens pour qu'il n'y ait pas d'écho. Donc, d'autres questions qui ont été posées pour les malades atteints d'hémopathie maligne. Les malades atteints d'une hémopathie maligne en traitement ou en rémission doivent-ils être considérés comme immunodéprimés? On revient un peu à la question de tout à l'heure. C'est très variable. Si vous êtes guéri depuis longtemps, a priori, vous êtes immunocompétent. Juste le petit bémol, c'est si vous avez toujours des gamma-globulines sur l'électrophorèse un peu basses. Là, évidemment, ce sont les anticorps qui vous aident à lutter contre les virus et vous pouvez être considéré comme un peu immunodéprimé. Si vous avez des doutes, posez la question à votre médecin. Si vous êtes en cours de chimio, il est évident que vous êtes considéré comme immunosupprimé. Ça, c'est évident. Mais dans des cas pas très clairs, hors traitement, posez la question. Alors, le délai d'incubation du virus est-il plus court? Ça, c'est une question pour le virologue, mais je peux vous répondre. Pour l'instant, on n'a pas de données de différence pour l'incubation, c'est-à-dire la période où on est asymptomatique, où on attrape le virus. Je n'ai pas vu circuler d'informations disant l'immunodéprimé, c'est-à-dire pour nous, les hémopathies, ont une durée d'incubation qui est plus courte. A priori, l'incubation est la même chez vous que chez quelqu'un immunocompétent, à moins qu'il y ait d'autres informations qui arrivent par la suite. Le risque d'incubation, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pense peut-être le risque de faire plus de maladies est-il plus important? Là aussi, c'est très probable. On n'a pas de données chiffrées. On a des données de bouche à oreille de collègues, notamment dans des pays comme l'Espagne, où des patients allogreffés, il y a eu des formes graves d'infection avec coronavirus. Donc, je pense qu'au minimum, on peut considérer par analogie avec les sujets âgés que les immunodéprimés, on a un risque de maladie et de symptômes sérieux à plus de 10%. On dit que chez le sujet âgé, c'est 10 à 15%. Donc,
contre moins de 2% pour la population générale. Donc, il faut quand même vous considérer comme à risque. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de vous préserver et de faire le maximum à distance sans vous voir à l'hôpital. Alors, quel conseil donner aux malades ayant bénéficié d'une allogreffe? C'est un peu la même question. Allogreffe, il y a très longtemps, plus d'immunosuppresseurs, a priori, vous n'avez pas de problème. Autogreffe, il y a longtemps, pas de problème, hein, à moins qu'il y ait un peu d'hypogamma-globulinémie. Donc ça, dans les deux cas de figure, si vous êtes sans traitement depuis quelque temps, vous n'avez pas de souci du tout. Contracter le virus implique-t-il un passage quasi certain par la réanimation? Non. Très dur de donner des chiffres pour les malades. On a les chiffres pour les sujets âgés, fragiles, hein, je vous ai dit, autour de 10 à 15%, de ceux qui auront besoin d'une hospitalisation. Pour vous, on ne sait pas. Donc, par analogie, si vous attrapez le coronavirus, on va prendre la même attitude, parce qu'on est un peu surchargé, que pour les autres patients à risque, juste qu'on fait un peu plus attention à vous qu'au quidam. C'est-à-dire que si vous avez été dépisté positif, je ne sais pas pour quelle raison, et que vous n'avez aucun symptôme, ce qui est un peu rare parce qu'on ne les dépiste pas, ces gens-là, vous restez chez vous et on voit à distance comment ça peut se passer. Si vous avez un peu de symptômes, pas beaucoup, c'est-à-dire un peu de fièvre, de la toux, mais vous vous sentez bien, il faut éviter de surcharger l'hôpital et notamment le réa, on ne vous mettra jamais en réa, mais éviter l'hospitalisation parce que vous risquez après d'être dans des conditions qui ne vont pas être forcément bénéfiques pour vous. Donc, c'est rester à domicile. L'État recommande de prendre 2 fois par jour la température et puis surtout quotidiennement de donner des informations. En Ile-de-France, et probablement, je pense que ça va être étendu à la France entière, et il y a une application qui est proposée. Lorsque le médecin vous la propose, il vous donnera un code particulier. Je vais vous redonner le nom exact parce que ça se télécharge sur Apple Store ou sur les autres téléphones. Ça s'appelle Covidom, C-O-V-I-D-O-M. Et après, c'est en relation avec l'ARS. Ça vous permettra quotidiennement de donner des informations et l'ARS pourra trier, vous dire « Ah, là, vous êtes un peu plus à risque, venez à l'hôpital ou téléphonez au 15 » ou « Non, vous n'êtes pas à risque, continuez à attendre ». Évidemment, ça sera tout bénéfique pour vous si vous pouvez passer vos 15 jours chez vous et que tout rentre dans l'ordre. La question d'après, c'est dans la situation de pandémie actuelle, quel conseil particulier pour les malades en rémission après les traitements lourds? On revient toujours, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent. Si vous êtes, donc je reprends, hein, si vous avez été traité il y a longtemps, aucune précaution particulière. Par contre, si vous venez juste d'avoir l'allogreffe, vous avez les immunosuppresseurs, vous venez juste d'avoir l'autogreffe, là, vous êtes à risque. Si vous êtes en cours de chimiothérapie, vous êtes à risque. Et si vous avez un doute, vous demandez, si votre médecin vous dit, vous êtes à risque. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, vous prenez toutes les recommandations actuelles que vous voyez. Si possible, pour les courses, vous demandez plutôt aux aidants qui sont avec vous d'aller faire les courses. Si vous n'avez pas le choix, vous y allez vous-même. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation à mettre un masque. Alors, le risque est quand même mineur si vous êtes à distance. Gardez bien vos distances. Le masque, on vous le donnera par contre si vous venez à l'hôpital. Ça, c'est les recommandations de la Société française des matos qui viennent d'être pondues il y a 48 heures. Donc, quand vous venez parce qu'il n'y a pas d'autre choix et c'est important pour vous, on vous met un masque et on met un masque, il y a des aidants qui viennent, sachant que s'il peut ne pas avoir d'aidants, c'est encore mieux, ça fait moins de personnes. Et nous, tous les médecins, on aura un masque quand on vous voit pour éviter, de prendre et de transmettre aux autres et puis de vous transmettre si éventuellement on était asymptomatique pour ce virus-là. Donc, voilà un peu pour les précautions. C'est un peu du bon sens, mais il n'y a pas de masque spécifiquement à prendre quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes dehors si vous maintenez bien les distances de sécurité. Il y avait la grosse question qui était difficile, mais on essaiera d'y répondre tout à l'heure, de est-ce que je peux me déplacer pour travailler? Si vous faites partie des immunodéprimés dont on vient de parler, évitez si possible, faites du télétravail ou voyons si avec les nouvelles nomenclatures, il est possible de vous faire les arrêts de travail spéciaux. Mais là, je ne suis pas encore au courant si c'est passé ou pas. Des suspensions provisoires de traitement sont-ils envisagées pour certains malades? Alors, on revient, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est oui, dans certains cas, si ce n'est pas vraiment obligatoire, on essaiera d'arrêter tout traitement pendant 2 mois. Ça, c'est clair, c'est votre hématologue qui vous donnera la réponse. Les recommandations formulées concernent-elles les maladies asymptomatiques? Alors, ça dépend quelles recommandations, hein, les recommandations précautions, bien sûr. Maintenant, quand vous êtes malade, si vous êtes porteur et si vous êtes asymptomatique, il faut rester chez vous. Restez chez vous pendant au moins 14 jours et évitez de sortir. Y a-t-il des précautions particulières à prendre lorsque l'on est atteint d'insuffisance rénale?
L'insuffisance rénale chronique avec dialyse est considérée comme une immunosuppression. Si par contre vous êtes simplement insuffisant rénal, mais vous n'avez pas de dialyse et vous n'avez aucun traitement, par exemple vous avez une allogreffe et puis c'est une séquelle, vous n'êtes pas plus à risque que quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça, soyez rassurés de ce côté-là. Pour les malades suivis en HAD, ne faudrait-il pas mieux envisager ça, on a déjà répondu. Donc j'ai déjà. On peut peut-être passer à la suivante. Je vais voir si je peux l'actionner. Voilà. Je vous laisse parler. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Je pense qu'il y a, en tout cas, un certain nombre de questions qui ont trait à des sujets qui, bien sûr, relatent une certaine angoisse, une certaine des craintes, bien sûr, fort légitimes. Sachez que dans les prochaines webconférences, nous allons également proposer à des médecins, mais également à des psychologues de pouvoir intervenir. Donc, sur tous ces aspects-là, eh bien, il y a matière, si je puis dire, à une autre webconférence et qui permettra aussi d'exprimer des sentiments, des émotions qui, bien évidemment, transparaissent à travers les différentes questions. Voilà. Entre-temps, nous avons eu un certain nombre d'autres questions. L'une d'entre elles parle du MOOC comme un antidépresseur. Donc, j'en profite pour indiquer que le MOOC sur le myélome va bientôt démarrer à partir du mois de mai. Vous avez vu l'adresse ici pour les personnes atteintes d'un myélome multiple. Et ce MOOC est bien tutoré par un certain nombre de pairs aidants, des tuteurs bénévoles de l'AF3M. Voilà, donc ça, c'est une initiative à souligner. Également, donc des questions qui viennent avant le retour donc de Marie-Odile Launay. Hein. Je vous précise que dans quelques minutes, Marie-Odile Launay va revenir après son intervention. D'autres questions que vous ayez également, n'hésitez pas de profiter de la présence du docteur Choquet. Je crois qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient effectivement et qui sont très directes. Voilà, mais vous y avez apporté un certain nombre de réponses qui sont voilà comment allons-nous fonctionner avec les aidants. Donc on a eu pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps indépendamment. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce sujet? Je sais que vous l'avez abordé tout à l'heure. Hervé, est-ce que Bernard, peut-être une remarque? Le docteur Choquet, au travers des commentaires, que provisoirement concernant le rêve qui n'est délicat. Malheureusement, Bernard, ta communication est complètement hachée, donc je te propose d'écrire à ce moment-là les questions pour qu'elles puissent être audibles par nos différents intervenants. Alors, des questions arrivent également donc pour le docteur Choquet. Asymptomatique coronavirus ou asymptomatique LLC ou myélome Asymptomatique, ça dépend de quoi on parle. Le médecin, souvent, vous a dit dans les LLC, c'est fréquent, dans les myélomes, assez souvent également. Oui, vous avez une maladie, on l'a détectée, mais vous n'avez pas de symptômes, donc je n'ai pas besoin de vous traiter. On dit, vous êtes asymptomatique. Dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement, même si vous êtes asymptomatique, être quand même immunodéprimé. Les myélomes, les LLC, assez souvent dans l'évolution, vont avoir des gamma-globulines basses, donc vous attrapez plus facilement des infections. Et le coronavirus, ça en fait partie. Donc, tout en étant asymptomatique, vous pouvez quand même être à risque. Ça, c'est votre hématologue qui pourra vous le dire. Et puis, il y a l'autre question qui est coronavirus asymptomatique. Alors, au début, on en parlait beaucoup parce qu'on avait beaucoup de tests et on dépistait un peu tout le monde. Donc, il y avait des gens qui étaient dépistés et qui n'avaient aucun signe. Maintenant, il y a quand même une certaine carence dans les tests. Il faut faire attention et les réserver pour les gens pour lesquels il y aura une sanction thérapeutique, c'est-à-dire j'ai des symptômes. Et en ce cas, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas grave ou est-ce qu'il faut plutôt vous considérer à risque et vous mettre dans des zones de l'hôpital qui sont considérées comme Covid positifs.
Il faut savoir qu'il y a une énorme organisation qui se fait dans tous les hôpitaux en France, avec des bâtiments qu'on essaie de garder, ou des étages qu'on essaie de garder complètement négatifs et d'autres complètement positifs. C'est-à-dire quand vous avez un de vos patients en hématologie, par exemple, qui devient positif et que votre service est négatif jusqu'à maintenant, vous essayez de le transférer dans un autre service qui est Covid+, et puis on va donner les avis, on va continuer à suivre le patient, mais il ira à un autre endroit pour éviter de contaminer tout le monde. Le risque n'est pas négligeable. Donc ça, on en a parlé, ça ne faisait pas partie des questions parce que je pense que vous n'êtes pas encore au courant, mais ne soyez pas inquiets si vous-même ou vos proches passent d'un service à l'autre au sein de l'hôpital. Ça peut être simplement à cause du statut positif ou négatif ou de l'infection du service. Après, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais c'est une recommandation en tout cas de l'ARS d'Île-de-France, donc je pense que ça va être national également concernant les visites, tout patient cancéreux au sens large, cancer solide et hématologie, hémopathie maligne, on déconseille, sauf exception, donc au cas par cas, on déconseille les visites. Donc c'est un peu dur pour vous et pour vos proches quand ils sont hospitalisés et vous quand vous êtes à l'hôpital, mais il faut vous limiter vraiment à tout ce qui est webconférence, téléphone et autres. C'est pour votre bien, pour le bien de l'équipe et pour le bien des autres malades. Donc c'est vraiment des cas particuliers. C'est une attitude que l'on a pour vraiment essayer de casser la progression, éviter de surcharger les réanimations. Pour l'instant, on est vraiment à flux tendu. Il y a certains pays où c'est complètement débordé. On ne l'est pas encore, mais ça risque de pas tarder si ça continue comme ça. Donc, c'est avec vraiment des décisions générales qu'on le fait. Donc, pour revenir aux patients asymptomatiques Covid-19, quand ils sont asymptomatiques, il faut éviter de contaminer. Donc, au début, on disait par exemple, le médecin qui est Covid+ et asymptomatique, il peut rester à l'hôpital. Maintenant, on essaye de plutôt lui demander de rester 14 jours à l'hôpital, chez lui, sauf si vraiment il y avait une carence en personnel énorme et il y avait un risque pour les malades. Donc, vraiment, on s'adapte au jour le jour avec ce genre de situation. Voilà, de nouvelles questions sont arrivées. Vous voyez certainement donc la question qui concerne la pneumocysose. Pouvez-vous répondre à cette question que vous voyez également, puisqu'il y a une faiblesse pulmonaire associée? Je suis désolé, je fais les allers-retours avec le son. Quand je mets le son, je vous entends, mais je ne peux pas parler, il y a un écho. Et quand je parle, je ne vous entends pas. Donc, c'est pour ça que je fais les allers-retours. Alors, pour les questions, je ne les vois pas très bien. Il faut que je baisse. Donc, je veux bien que vous me les posiez en oral. Alors, on va faire les allers-retours comme ça. Et comme ça, je pourrai vous répondre. Très bien. Alors, première question. Donc, si on a le Covid, on doit rester dans son hôpital de proximité sans hémato, ou aller là où on est suivi en hémato? Alors, ça dépend de la situation. Les recommandations actuellement pour monsieur tout le monde, c'est d'aller dans votre hôpital de secteur, hein, dans votre région. Maintenant, si vous êtes considéré comme quand même particulièrement fragile parce qu'en cours de traitement ou autre, avant d'aller aux urgences de votre secteur ou d'aller à l'hôpital un peu plus loin mais qui s'occupe de vous en hématologie, passez quand même un coup de fil ou un mail à votre équipe pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, deux cas de figure. Il y a le cas de figure grave où de toute façon c'est par le SAMU le 15, donc là, peu importe que vous soyez dans votre hôpital d'origine ou pas, vous aurez besoin de réanimation. Donc là, il faut aller au plus proche, au plus efficace. Deuxième cas de figure qui est évidemment plus fréquent, c'est-à-dire que vous pensez que peut-être vous avez le coronavirus, pas besoin d'aller dans l'hôpital où vous êtes suivi en hématologie. Normalement, quasiment tous les hôpitaux actuellement ont une file active, enfin une organisation au niveau des urgences avec suspicion de coronavirus et des médecins particuliers vont voir et autre urgence, et c'est l'autre service des urgences qui s'en occupe. Et pour les coronavirus, il y a l'examen clinique, le questionnaire et de voir est-ce que vous rentrez à la maison ou est-ce que oui, vous avez un risque de coronavirus. En ce cas-là, on va faire le dépistage et on va voir hospice ou domicile. Ça peut être fait dans votre hôpital de secteur. Hein. Et puis, si, tout compte fait, vous n'avez pas de chance, vous êtes considéré comme symptomatique et en plus coronavirus, eh ben, en ce cas-là, vous dites au médecin au niveau des urgences, ben voilà, j'ai une maladie, j'ai telle maladie ou tel type de chimio. Et en ce cas-là, il va se mettre en contact avec nous, enfin nous, votre référent hématologue, pour savoir est-ce que c'est mieux que vous soyez dans votre hôpital de référence, hémato, ou est-ce que votre prise en charge peut tout à fait être faite dans l'hôpital de votre secteur, pas très loin de chez vous, parce que, par exemple, il n'y aura pas besoin de continuer la chimio.
Il est évident que si vous avez besoin de continuer une chimio un peu particulière, en étant coronavirus plus, ça peut arriver, ça, c'est mieux dans ce cas-là d'être dans votre hôpital d'hémato. Vous pouvez avoir 0 traitement, c'est mieux d'être dans l'hôpital à côté de chez vous pour éviter de surcharger et de donner un peu la priorité à ces patients graves hémato, besoin de traitement, de pouvoir trouver des places. Parce qu'on commence à saturer. Il faut vraiment essayer de penser vraiment important et pas d'autre choix. Vous venez chez nous, il y a un autre choix, essayez d'aller dans votre secteur. Merci. On est en train de se roder petit à petit. Je pense que… Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont liées spécifiquement à la disponibilité du Revlimid, sur la possibilité d'avoir des livraisons en ville, l'accessibilité, si je puis dire, au Revlimid. Est-ce que vous avez des éléments qui puissent permettre de répondre à ces questions-là? Alors, pour tous les médicaments, et spécifiquement les médicaments hospitaliers, l'un des principaux, c'est le Revlimid. C'est un des seuls pomalidomide qui reste, et thalidomide qui reste encore à l'hôpital. Il n'y en a pas beaucoup d'autres pour nos patients en hématologie. Pour l'instant, c'est que hôpital. Hein. Ça n'a pas changé, mais ça peut être hôpital à côté de chez vous, pas forcément si vous habitez loin votre hôpital hémato. Par contre, le changement, et là, c'est une info qui est officielle, on peut tout à fait mettre, enfin, c'est recommandé, hein, mettre sur l'ordonnance, en raison de la pandémie, donner 2 mois de traitement. Comme ça, il y a une fois de moins que vous ne viendrez pas. Hein, on estime que dans 2 mois, ça devrait être terminé. Donc voilà le plus qu'on a pour l'instant. Je pense que le passage en ville, ça sera impossible parce que c'est une structure qui est un peu trop complexe. Donc pour l'instant, il y aura au moins un passage. Et puis, par contre, le deuxième, il n'y aura pas besoin. La deuxième chose, vous, malade, vous n'êtes pas obligé de venir. Hein, vous pouvez envoyer un proche venir à l'hôpital avec votre carte vitale ou un double carte vitale et puis récupérer votre médicament. Hein. Donc ça, c'est aussi une autre option qui peut être utile. Parfait. J'ai, si vous m'entendez, donc d'autres questions qui viennent. Et elles reviennent d'ailleurs peut-être pour des personnes qui n'avaient pas assisté au début de la webconférence ou pour lesquelles la communication n'est pas forcément très bonne. Suis-je obligé de porter un masque constamment? Cette question vient et revient. Donc, même si il y a un caractère répétitif, j'en conviens, mais c'est important de pouvoir adresser cette question qui revient. Répétez encore. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je vais d'ailleurs poser les deux questions en même temps. La première, c'est effectivement, voici le docteur Launay, ça tombe très très bien. Merci d'être revenu avec nous. D'autres personnes, il y a eu beaucoup de questions bien évidemment spécifiques aux différentes pathologies. Hein. Je rappelle que cette webconférence étant organisée non seulement par donc l'association SILC, hein, l'association de soutien et d'information à la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Wallenström, la SILC, étant organisée également avec France Lymphome Espoir et la F3M, donc l'association française des malades du myélome multiple. Donc un certain nombre de questions ont été traitées et je l'en remercie vraiment au fil de l'eau par le docteur Choquet. Nous revenons sur un certain nombre de questions puisque tout à l'heure, eh bien, des personnes n'étaient pas présentes et sont arrivées. Voilà, certaines des questions sont vraiment très alors spécifiques pour docteur Launay. Une question tout de suite: contamination via des animaux de compagnie, est-ce que c'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. Hein. Ça a été, les animaux ne sont pas infectés par ce virus, les animaux de compagnie. Hein. Donc non. Parfait. Nous vous entendons là particulièrement bien. Donc, ce serait, je pense, très intéressant peut-être de reprendre un certain nombre des questions. La question du masque, suis-je obligé, étant immunodéprimé, de porter le masque constamment? Cette question vient et revient. Voilà. La réponse est non, et quoi qu'il en soit, on n'a pas malheureusement de masque pour tout le monde. Donc, je pense que le masque n'a pas de raison d'être porté, sauf si
on est en contact avec une personne qui a des signes respiratoires ou de la fièvre, hein, ou auquel cas c'est plus raisonnable, ou si vous-même vous avez des signes respiratoires ou de la fièvre, dans ces cas-là, pour éviter de transmettre le virus. Parfait. Au risque de vous demander de vous répéter, mais je crois que c'est un exercice et je vous en remercie auquel vous vous êtes prêté à la fois avec nous au début, mais avec une communication qui n'était pas optimale. Maintenant, elle est excellente et c'est très bien. Je vais vous demander si vous voulez bien de revenir sur certains des points. Alors, on vient de parler de l'aspect du masque. Il y a une question, on y est venu et revenu sur l'importance de pouvoir désinfecter régulièrement les différentes surfaces, que ce soit, je dirais, bien évidemment à son domicile, un ordinateur, une table, etc. Que savons-nous sur la durée de vie du coronavirus? Je reviens sur cette question. Et puis beaucoup de questions qui sont associées effectivement. Voilà, je reçois une lettre, un courrier. Est-ce que je risque quelque chose? Alors, on sait maintenant, on a des données qui montrent que le coronavirus peut rester plusieurs heures. Ça pourrait même peut-être rester sur certaines surfaces 2 ou 3 jours. Donc, c'est aussi dans ce sens que les recommandations sont de se laver les mains très souvent, hein, avec de l'eau ou du savon ou avec la solution du soluté hydroalcoolique, et aussi de nettoyer les surfaces sur lesquelles on peut avoir été amené à mettre ses mains. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Par rapport au papier, là, les choses sont beaucoup moins claires. Il paraît peu probable que le virus puisse rester longtemps sur le papier, et une lettre qui aurait été envoyée par la poste, ça paraît très très peu probable qu'elle contienne encore du virus. Parfait. Donc, les questions, effectivement, sont liées aussi à, et c'est ce que disait Sylvain Choquet tout à l'heure, éviter autant que possible, et vous confirmez, j'imagine, ce message, d'aller à l'hôpital, a fortiori, si eh bien, vous êtes atteint d'une de ces pathologies. J'imagine que vous confirmez tout cela. Oui, tout à fait. Hein. Ce qu'on a disait au début de cette présentation, c'est que pour l'instant, les hôpitaux s'organisent un petit peu comme ils peuvent, et il n'y a pas encore vraiment d'avis formalisé, mais on est tous persuadés que, sauf nécessité d'un avis spécialisé qui nécessiterait de voir son médecin, il y a quand même beaucoup de consultations qui peuvent se faire soit par télémédecine, quand on va avoir installé les logiciels pour le faire, soit déjà dès maintenant par téléphone, avec un certain nombre de documents qui peuvent être envoyés, des ordonnances qui peuvent être envoyées, soit par mail, soit par courrier. Mais on n'est pas du tout favorable à ce que les personnes fragiles viennent à l'hôpital, d'une part parce que il y a quand même des gens infectés, donc le virus peut circuler de façon plus importante, et d'autre part, ils vont prendre des transports en commun éventuellement pour venir, et donc ça augmente vraiment le risque d'être en contact avec quelqu'un qui est infecté. Donc vraiment, dans la mesure du possible, ne venez pas à l'hôpital, et les médecins sont en train de s'organiser et appellent les patients pour organiser leur consultation et transformer une consultation en présentiel par une consultation par téléphone. Et on va tout faire à l'hôpital pour faciliter ce type de consultation et faire que les patients qui sont suivis ne prennent pas de risques inutiles. Parfait. Les rôles respectifs. Alors, je reviens sur cette question-là aussi très très importante. Bien sûr, le numéro d'information, nous l'avons transmis. Après, entre son médecin traitant et bien évidemment le 15, il y a aussi un certain nombre de personnes qui disent ben voilà, le 15 ne répond pas forcément. Qu'avez-vous à leur dire? Je pense qu'il y a deux situations qu'on a rappelé tout à l'heure. La situation où on ne va pas bien, qu'on est gêné pour respirer, ben dans ces cas-là, il faut appeler le 15. Hein, il n'y a pas de solution. Si maintenant on est juste inquiet, ben les médecins traitants sont tout à fait à même de pouvoir répondre aux questions. Donc, les signes qui doivent vraiment être alerter les personnes et faire appeler le 15, c'est la gêne respiratoire. Hein, et là, c'est vraiment un point important. Si vous êtes essoufflé,
de façon inhabituelle, ou si vous avez une aggravation de votre essoufflement, si vous êtes déjà de base essoufflé, dans ces cas-là, il faut appeler le 15 parce que ça sera une indication à être hospitalisé. Parfait, voilà qui est très très clair. Donc, c'est lié aux gènes respiratoires, être essoufflé, etc. Des questions sont venues aussi beaucoup par rapport aux aidants. Nous avons beaucoup de personnes qui sont bien évidemment inquiètes pour leurs proches et qui se posent elles-mêmes des questions. Avez-vous des messages particuliers à leur adresser ce soir? Alors, les aidants, ils sont évidemment en lien avec la société et avec donc plus à risque potentiellement d'être en contact avec le virus. Donc, les aidants qui s'occupent de personnes fragiles, que ce soit les personnes immunodéprimées ou les personnes âgées, doivent être particulièrement vigilants sur ces mesures d'hygiène pour ne pas risquer de transmettre le virus qu'il pourrait faire venir finalement de l'extérieur. Donc, les mesures d'hygiène sont à respecter pour ces personnes-là, le lavage des mains, bien sûr, le port de masque dès qu'il existe le moindre signe respiratoire, et pour les personnes les plus fragiles, les plus immunodéprimées, il peut être justifié de mettre un masque même en l'absence de signes. Parfait. Une question qui nous avait été posée tout à l'heure par le président de l'association Silk et qui est importante de manière très concrète par rapport à l'activité professionnelle. Et elle était posée de cette manière-là, arrêt de travail pour une hémopathie cancéreuse, point d'interrogation. Alors oui, hein, je crois qu'il y a eu des recommandations très claires qui ont été de mettre en arrêt de travail les personnes fragiles pendant cette période particulièrement à risque. Parfait, voilà qui est très très clair. Il y a aussi comment dirais-je, le docteur Choquet a partagé avec nous également l'existence d'une application réalisée par la PHP qui s'appelle Covidom. Avez-vous des commentaires particuliers, peut-être d'autres recommandations spécifiques sur, je dirais, des informations, des sites ou des applications que vous recommanderiez? Je pense qu'il y a énormément d'informations qui circulent et il y a aussi des fausses informations, comme vous le savez, donc avec des informations complètement qui peuvent être à la fois inquiétantes ou qui sont plutôt dans le cadre d'une théorie du complot vis-à-vis de ce virus. Donc peut-être la recommandation qu'on peut faire, c'est d'aller sur des sites d'information qui sont des sites d'information vérifiés. Donc il y a des données qui sont publiées quasiment tous les jours sur le site de Santé publique France. Il y a des données sur le site du ministère de la Santé. Donc voilà, il y a beaucoup de façons d'avoir des informations vis-à-vis de cette infection. Et il faut savoir que les choses bougent assez vite puisqu'on a tous les jours des nouvelles publications qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus et de mieux connaître finalement ce virus, son mode de transmission, les symptômes qu'il peut engendrer. Et puis aujourd'hui, ce qui nous préoccupe beaucoup, qui est quels vont être les traitements qui vont être efficaces, avec quel traitement on va pouvoir traiter les patients, puisque comme vous le savez, pour l'instant, aucun traitement n'a montré son efficacité et que c'est vraiment la priorité aujourd'hui, outre la prise en charge des patients, bien sûr, mais de pouvoir trouver un traitement qui va permettre d'améliorer le pronostic de ces infections. Très bien. Un certain nombre de questions sont venues également et le docteur Choquet y a répondu par rapport à la chimiothérapie à domicile. Un certain nombre de ces questions reviennent là en termes de chimio à domicile, effectivement, si c'est possible, bien évidemment. Quelques commentaires, je dirais, par rapport à cela. Quelqu'un qui nous dit en particulier mon père va avoir une chimiothérapie la semaine prochaine, mais ne vaudrait-il pas mieux la reporter dans ce contexte d'épisode de coronavirus?
Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez entendu la question. La réponse, elle est… là voilà la réponse. C'est-à-dire que si votre papa a une pathologie qui est grave, par exemple un lymphome qui est agressif, il ne faut pas attendre. Et on fait les chinos et on continue à faire les chinos chez nous. Si c'est un myélome qui est douloureux, qui est au début ou en rechute et qui est douloureux, il ne faut pas attendre, il faut le faire maintenant. Donc vraiment, ça c'est le bon sens de l'hématologue qui va dire c'est une urgence relative, on n'attend pas la fin du coronavirus, on ne sait pas combien de temps ça va faire, ou non, on peut attendre. Il ait confiance dans tous nos collègues hématologues. C'est vraiment notre travail de discernement en fonction de la maladie. S'il a dit à votre papa, il faut commencer maintenant et qu'il est dans un service d'hématologie, il sait ce qu'il dit et c'est que vraiment, il faut commencer maintenant, il n'y a pas le choix. Merci de cette réponse très, très claire. Alors, d'autres questions reviennent sur la chloroquine dont on a parlé. C'est un petit peu un sujet qui est souvent mentionné. Ça revient par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Launay, par rapport à la recherche de traitements, de vaccins. Que pouvez-vous, l'un ou l'autre, nous dire par rapport à cela? Alors moi, je veux bien essayer de répondre. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous à la recherche d'un traitement et finalement, toutes les hypothèses se doivent d'être étudiées. Pour ce qui concerne l'hydroxychloroquine, donc l'hydroxychloroquine, c'est le Plaquenil, c'est un traitement qui a été utilisé dans le cadre du paludisme, c'est un antiparasitaire, mais il a aussi une activité contre les virus qui a été montrée sur plusieurs virus. Mais qui n'a été démontré jusqu'à présent que in vitro, c'est-à-dire sur des cultures de virus, sur des cultures cellulaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat en termes d'efficacité chez l'homme avec ce nouveau coronavirus? Mais, il y a eu une publication, mais très lapidaire, avec pas beaucoup d'informations de la part des Chinois, qui rapportent qu'ils ont traité par hydroxychloroquine des patients qui se sont améliorés, mais on n'en sait pas plus. Et puis, il y a une étude qui vient d'être publiée, donc qui a été conduite par nos collègues marseillais, le professeur Raoult, où il a administré donc, de l'hydroxychloroquine à des doses relativement élevées chez des personnes qui avaient une infection par le coronavirus, mais une infection pas sévère. Et il a montré que avec ce traitement, il avait une diminution de l'excrétion du virus. Alors, comment il a montré la diminution? En fait, il a comparé avec des résultats qu'il a obtenus de patients qui étaient traités dans d'autres hôpitaux du sud de la France et qui n'avaient pas reçu d'hydroxychloroquine. Donc, si on voit ces résultats, effectivement, il semble que, mais il y a un certain nombre de limites, en particulier les patients ne sont pas exactement comparables. L'hydroxychloroquine permettrait de limiter la durée d'excrétion du virus. Alors, est-ce que ça veut dire que si on diminue l'excrétion du virus, on va diminuer la gravité de la maladie et on va diminuer la durée des symptômes et l'intensité des symptômes? Pour l'instant, c'est un tout petit peu difficile de répondre à cette question, ce qui explique qu'il y a pas mal de polémiques autour de ces résultats. Et la deuxième inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, c'est des médicaments qui, à ces posologies-là, peuvent entraîner des complications cardiaques, donc en particulier chez des gens qui ont déjà des problèmes cardiaques ou chez les personnes les plus âgées. Et donc, cette prescription d'hydroxychloroquine, c'est le Plaquenil, effectivement, doit se faire sous surveillance cardiaque avec des électrocardiogrammes qui doivent être faits avant l'administration du traitement et pendant toute la durée de l'administration du traitement. Donc voilà, aujourd'hui, on est un petit peu à mi-chemin pour ce traitement. Certes, ça pourrait limiter, réduire la durée d'excrétion du virus. Est-ce que ça va s'accompagner d'une amélioration de l'évolution des patients? C'est aujourd'hui trop tôt pour le dire. Donc, on est pour l'instant en attente d'avoir plus de données. Parfait. Voilà qui est très très clair. Les messages des différents intervenants. Une question sur le myélome multiple qui s'adressera probablement plus, bien sûr,
à notre hématologue. Mon papa a un myélome multiple, subit une chimiothérapie il y a 1 an et demi avec autogreffe. Donc, les résultats de prise sanguine avec un pic monoclonal élevé, sans douleur physique notable. Alors là, c'est une question qui est effectivement très, je dirais, très spécifique. Hein. Je crois que il est difficile, évidemment, dans ce contexte, de la généraliser. Là, je dirais que, sauf, je dirais, avis contraire des 2 intervenants, c'est à votre médecin qu'il convient de poser cette question directement, parce que c'est lui qui connaît, qui vous connaît, qui connaît votre maladie et votre traitement, bien évidemment. Donc, voici la réponse qu'on peut apporter. Ah oui, des questions que j'ai oubliées tout à l'heure sur ce qu'on va appeler des thérapies complémentaires, d'une certaine manière, les huiles essentielles et peut-être d'autres thérapies complémentaires, si le terme convient à nos 2 intervenants. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Il y a, je crois, des notions de bénéfices et de risques associés. Qui veut intervenir sur ce sujet de l'apport des huiles essentielles, de l'utilisation des huiles essentielles? Voilà. Qui se lance? Moi, je peux dire que je ne peux pas répondre à cette question vis-à-vis du coronavirus. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Donc, acceptons qu'il n'y ait pas de réponse. Il y a bien évidemment beaucoup de sujets sur lesquels, je dirais, il n'y a pas aujourd'hui effectivement de réponse. Alors, une question, alors qui sera certainement plus facilement exploitable ou interprétable par vous, docteur Sylvain Choquet, qui est LNH, petite cellule avec abstention thérapeutique, suis-je plus exposé? Les lymphomes à petites cellules, en général, sont moins agressifs que les autres, mais bien sûr, tout peut se voir. Mais si vous êtes en abstention thérapeutique, ça veut dire que, par définition, vous n'avez pas besoin de traitement. Et puis, il y a beaucoup de lymphomes à petites cellules qui n'auront jamais besoin de traitement. La grande majorité de ces cas, vous n'êtes pas immunodéprimé, donc vous êtes considéré comme le reste de la population générale. Si vous avez le moindre doute, posez la question à votre hématologue, mais c'est rassurant. Si vous n'avez jamais eu de chimio et vous êtes toujours en abstention parce que c'est vraiment indolent, a priori, il n'y a aucun risque de plus par rapport aux autres Français. J'en profite pour vous dire, alors que nous avons encore à peu près une petite dizaine de minutes et qu'il y aura bien évidemment un temps pour conclure, de ne pas hésiter s'il y a des questions. Elles ont été très nombreuses auxquelles nos intervenants n'ont pas répondu. Les antiviraux sont-ils utiles? C'est une question qui vient d'arriver. Docteur Choquet, j'imagine. Ou bien Docteur Launay qui veut se lancer. Je vois qu'il n'y a pas foule pour se lancer sur cette question. Non, moi, je veux bien répondre. Pour l'instant, il y a des approches thérapeutiques qui sont en cours. Il y a 2 types d'antiviraux qui ont été évalués ou qui vont l'être. C'est d'une part des antirétroviraux qui sont des médicaments qu'on utilise dans le cadre du traitement du VIH. Mais on vient d'avoir ce matin des résultats d'un essai réalisé en Chine et qui ne montre pas d'intérêt d'efficacité de ce traitement. Donc, on a été déçus par ces résultats. Il y a un autre antiviral qui avait été utilisé dans la maladie Ebola, donc un autre virus qui s'appelle le Remdesivir, qui lui peut être aussi utilisé, qui se donne par voie intraveineuse. Et donc, on n'a pas encore de données sur l'efficacité clinique donc chez les patients de ce médicament. Et puis, il y a pas mal d'études qui devraient démarrer pour essayer d'étudier, alors pas des antiviraux, mais plutôt des immunomodulateurs, parce qu'on a des données qui laissent penser que dans cette maladie, il y a non seulement le rôle du virus, mais que le rôle
les réactions inflammatoires et immunitaires qui se met en place joue un rôle très important, en particulier dans la survenue des formes graves. Donc, les choses vont se mettre en place. Et puis, ce qui a été aussi proposé, c'est de pouvoir utiliser des sérums de personnes infectées, de personnes convalescentes, pour pouvoir en fait utiliser les anticorps que ces personnes auraient développés. Et là aussi, c'est dans les choses qui ont été évaluées pour Ebola, donc qui pourraient peut-être avoir un intérêt dans cette situation. Alors, une question qui nous semble également importante, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce sujet-là. Est-ce qu'une personne infectée par le coronavirus est immunisée définitivement par la suite? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on sait? On n'a pas encore vraiment de données par rapport à ça. Ce qui semble se dégager, c'est que l'immunité qui est induite par les coronavirus n'est probablement pas d'une très longue durée. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout à l'abri de voir revenir ce virus. C'est parmi les hypothèses, c'est qu'on puisse avoir de nouvelles vagues d'infection par ce virus, qui justifie d'autant plus de ne pas laisser tomber la recherche pour un vaccin. Mais pour l'instant, les quelques cas qui laissaient penser que peut-être c'était une réinfection, il semble plutôt s'agir de personnes qui avaient été testées négatives et qui redeviennent positives quand on fait des prélèvements. Et ce n'est pas vraiment des nouvelles infections avec des nouvelles symptomatologies cliniques, en tous les cas de ce qui a été publié. Parfait. Il est temps maintenant, si vous voulez bien, de conclure. Je voudrais vous demander à chacun d'entre vous de nous délivrer vos messages clés, peut-être en conclusion, je dirais au vu des questions qui ont été posées, et puis surtout vraiment des choses les plus importantes que vous souhaitez transmettre avant de quitter cette première webconférence. Qui veut commencer, Docteur Launay? À vous l'honneur. Bon, j'ai commencé, alors d'accord. Moi, je voudrais terminer en disant qu'on est face à une épidémie, même une pandémie qui est extrêmement sérieuse, extrêmement sévère, qu'on va avoir un nombre de personnes infectées et hospitalisées qui va être vraiment très important, que les mesures de confinement qui ont été mises en place sont vraiment justifiées, qu'il faut les respecter et qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant. Et même si c'est difficile de rester confiné, parce qu'on voit bien qu'on va rester dans un confinement qui va probablement être prolongé plus de 2 semaines, c'est aujourd'hui vraiment très, très, très important de respecter ces mesures de confinement. Et tout le monde doit les respecter. Voilà, donc je pense que chacun, à notre place, on doit transmettre ces mesures de confinement, ces recommandations. On doit vraiment insister sur l'importance de ces mesures de confinement. Et on voit qu'on a encore un petit peu de mal par rapport à certains de faire passer ce message qui pourtant est aujourd'hui vraiment très, très, très important. C'est la première fois qu'on est face à une épidémie de cette importance et de cette gravité. Merci pour cette conclusion. Donc vraiment, vous réinsistez sur l'importance, et c'est essentiel, c'est fondamental, ces mesures de confinement, c'est effectivement essentiel pour la capacité que nous aurons à surmonter cette difficulté. C'est à vous, docteur Sylvain Choquet, si vous voulez bien nous adresser un message. Alors, pendant qu'il y avait l'intervention de ma collègue infectiologue, je suis allé sur le site Amélie de la Sécurité sociale pour la réponse à la question arrêt de travail. En effet, donc, il est possible pour une durée maximale de 21 jours, soit le patient lui-même fait sa demande, soit c'est le médecin, donc en l'occurrence votre hématologue ou votre généraliste, qui peut, s'il considère que vous êtes à risque, donc j'ai bien dit qu'il y a des situations qui étaient différentes, et que vous ne pouvez pas faire de télétravail, de vous mettre un arrêt de travail à cause de l'immunosuppression, 21 jours maximum, reconductible, mais en ce cas-là, il faut revoir la situation dans 21 jours. Et puis, il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui pour l'instant ne pose pas de problème, et qui risque éventuellement d'être un souci dans les semaines à venir si le cloisonnement reste obligatoire en France, sont les transfusions sanguines.
Les transfusions sanguines sont les donneurs, on compte sur vous. Donc, évidemment, si les gens sont cloîtrés, ils n'osent plus aller donner. Pour les globules rouges, pour l'instant, il n'y a pas de souci, d'autant qu'on a arrêté toute la chirurgie qui n'était pas obligatoire. Donc, ça garde des transfusions et ça se conserve longtemps. Les plaquettes, par contre, ça se conserve que quelques jours, c'est très, très court. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de carence. Mais attention, probablement qu'on risque d'en avoir dans l'avenir. Donc, on passera le message, s'il y a d'autres WebEx, et puis par les associations, non pas pour vous donner, vous ne pouvez pas, mais pour que tout votre entourage puisse donner. Il y a la possibilité de venir à l'EFS vous faire transfuser, soit dans les camions mobiles, soit sur place. Et dans la feuille de déclaration à la police, il y a une case qui est conditions médicales d'urgence ou d'aide à personne médicalement qui a besoin d'être assistée. Vous cochez cette case, vous dites « je vais donner mon sang ». Donc, ça sera probablement important dans les jours à venir, à savoir, vous étonnez pas si on lance le message par les associations dans quelques jours ou quelques semaines. Parfait. Et Bernard, je ne sais pas si ta communication va le permettre. Si c'est le cas, je t'invite à conclure également. Oui. Ah, malheureusement, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Alors, je sais que c'est frustrant. Je sais aussi, et je tiens vraiment à remercier chaleureusement nos deux intervenants qui ont jonglé avec leur activité Princeps parce qu'ils sont soignants avant tout, et vraiment vous être rendu disponible ce soir, c'est admirable. J'ai vu quelques commentaires qui disaient que ça permettait de déstresser, et c'est vraiment un effet extrêmement important. Comme vous le voyez ici, il y aura d'autres webconférences. La prochaine a lieu le jeudi 26 mars de 18h à 19h. Le replay de cette webconférence vous sera adressé dans la foulée. Il est également consultable sur les chaînes YouTube, notamment de la F3M, mais aussi des autres associations. J'en profite vraiment à nouveau pour vous remercier, donc docteur Launay, d'avoir été présente. Nous avons réussi à surmonter les difficultés propres au réseau informatique en ce moment, qui sont saturés tout autant que les hôpitaux. Le télétravail est bien sûr passé par là. Je voudrais remercier également le docteur Sylvain Choquet d'avoir été parmi nous, Bernard Delcourt, même s'il a eu des difficultés pour se connecter, mais ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer. Bien évidemment aussi Christian Pupinck de la SILLC qui s'est mobilisé avec toute son association, Guy Bouguet de France Lymphome Espoir, qui suivent cette webconférence et qui interviendront également par la suite, et vous dire un grand merci et surtout de bien penser dans moins d'une trentaine de minutes, puisque la mesure de confinement ne vous permet pas de sortir, mais peut-être par une baie vitrée, une fenêtre, d'en profiter comme je vais le faire maintenant pour applaudir l'ensemble des professionnels de santé qui ne comptent pas leurs efforts. Voilà, les merci sont multiples. Ils sont aussi multiples que les personnes qui étaient là ce soir, comme vous. Un grand merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le jeudi 26 mars de 18h à 19h pour la suite de ces webconférences. Voilà. Il est temps de nous quitter maintenant et de vous remercier à nouveau. Bonsoir. Bonsoir.